Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Et merci de choisir Film FM. Bienvenue dans ce Film Soir. Le sommaire, une augmentation de 30% sur les salaires. C'est ce qui ressort des négociations entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical guinéen. Une décision que trouvent significative certains représentants du mouvement syndical. Des détails à suivre dans ce journal. Le président du comité exécutif provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel vient d'apporter des précisions concernant le report du championnat national de football Ligue 1. Selon Lucien Bandou-Guilao, la date du 12 novembre ne pourra pas être respectée. Vous l'entendrez dans ce journal. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les négociations tripartites entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical guinéen se sont poursuivies hier mercredi au MATD. Elles ont débouché sur de nouvelles propositions. Le gouvernement, qui était campé sur sa position, a finalement annoncé une augmentation de 30% sur les salaires. Abdoulaye Sow, l'un des représentants du mouvement syndical à la rencontre, parle d'une avancée significative. Il affirme que à la base, il a dit dans l'émission Mirador de ce jeudi. Maman Adama Silla. Cette réaction du gouvernement est intervenue après l'échec des précédentes négociations qui a fini par pousser les syndicalistes à déposer un préavis de grève. Cette menace brandie par les syndicats a amené les autorités à faire bouger les lignes. Abdoulaye Sow est l'un des représentants du mouvement syndical. Les lignes ont commencé à bouger. Le gouvernement est venu en grand nombre avec de nouvelles propositions, notamment sur la valeur du point d'indice. Au moment où nous quittions les lieux, nous ont proposé de passer de 20%. Le secrétaire général de l'USTG soutient que les différentes parties présentes à la rencontre ont fourni de part et d'autre des efforts pour aboutir à ces résultats. C'est remarquable parce que le gouvernement était d'abord à 12%, c'est que les choses ont évolué. Ça veut dire que nous sommes des partenaires de bonne foi. Cependant, quel que soit le résultat obtenu, seule la base qui a le dernier mot dans cette affaire, précise Abdoulaye Sow. Quoi qu'il en soit, les centrales syndicales ne peuvent pas, elles, prendre la décision tout de suite. Nous sommes obligés de rencontrer l'Assemblée comme la fois dernière et faire le compte-rendu pour qu'eux, ils nous donnent la position à prendre. Entamées ce mercredi, ces négociations tripartites vont se poursuivre ce vendredi au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour la suite des débats. Et le président du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès ne trouve pas d'objection si le ministère de l'Administration du Territoire organise les élections à venir à partir du moment où les dirigeants actuels ne seront pas candidats. Mohamed Nabil l'a affirmé ce jeudi dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction. Se prononçant aussi sur la conduite de la transition, le président du parti ARP pense qu'il y a des actes salutaires qui ont été posés. Et selon lui, c'est le cas, par exemple, de l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 et la mise en place de la CRIEF. Cependant, il recommande la célérité dans le traitement des dossiers devant cette juridiction. Sikou Diatia Kamara. Honnêtement, je pense qu'on commence à être prêt pour affronter les futures échéances électorales. Mohamed Nabé, président du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès. 2 ans après son arrivée à la tête de cette formation politique, tout va à merveille, affirme-t-il. Aujourd'hui, force est de reconnaître que nous avons pu aujourd'hui être installés et implantés dans 25 des 33 préfectures de ce pays-là. Et nous avons 16 fédérations qui existent en dehors de la Guinée. Vraiment, après 2 ans d'activité, le parti se porte très bien. Le parti se porte très bien et garde un œil sur la conduite de la transition. Le président du parti ARP note et salue un certain nombre d'initiatives prises par le CNRD. Beaucoup d'actes ont été posés sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan judiciaire qui sont à saluer, notamment l'organisation du procès du 28 septembre et au-delà de ça, la création de la CRIEF qui change aujourd'hui la perception de la gestion publique. Et il faut reconnaître aussi que le développement infrastructurel est un préalable à tout développement dans un pays. Ils sont en train aussi de faire des efforts dans ce sens. Mohamed Nabé et sa formation politique
politique salue la mise en place de la CRIEF, mais il pense que cette juridiction doit gérer les dossiers avec célérité. Nous voulons vraiment que les gens qui ont fauté dans ce pays-là puissent répondre de leurs actes, mais nous ne voulons pas que les gens soient maintenus en prison indéfiniment sans qu'ils ne sachent réellement ce qu'ils ont eu à faire, puisque certains parmi eux sont malades. La transition doit déboucher sur des élections. Le ministère de l'administration du territoire promet de les organiser en lieu et place d'une CENI. Le président du parti ARP ne trouve pas d'objection. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la charte de la transition interdit aux dirigeants de cette transition de se présenter. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas joueurs, ils ne sont qu'arbitres. Étant arbitre, je pense qu'il n'y a pas meilleur arbitre qu'eux. Après l'attaque de la maison centrale, la traque du colonel Pivi continue de focaliser les attentions à Conakry. Comme à beaucoup d'autres citoyens, Mohamed Nabé se dit inquiet à cause de la circulation des armes dans la cité. Nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions d'information, les avocats des nouveaux accusés, composés du colonel Jean-Louis Kogomou et compagnie, ont depuis quelques jours exercé un recours en annulation contre l'ordonnance qui renvoie leurs clients devant le tribunal criminel de Dixine pour jugement. En réaction ce jeudi à ce nouveau rebondissement, Maître Alpha Madou Desba, coordinateur des avocats des parties civiles, a affirmé que ce recours n'a aucune chance de prospérer devant la chambre de contrôle de l'instruction à la cour d'appel de Conakry. On l'écoute. Je voudrais d'ores et déjà dire que la motivation sur laquelle les avocats des mis en cause se basent pour introduire les recours en annulation est erronée. Ils invoquent l'article 366 qui n'a rien à voir avec la procédure de renvoi qui est concernée, dans la mesure où cet article fait allusion à la géolocalisation, ce qui n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, ce recours, même s'il avait été motivé par des articles plus intéressants, ne peut pas prospérer dans la mesure où la chambre de l'annulation examine des recours contre les actes de procédure. Or, dans le cas d'espèce, il est question d'une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, il faut le rappeler, dessaisit le juge d'instruction parce que c'est une décision qui a été rendue. Donc, la chambre d'annulation ne peut pas procéder à l'annulation de l'ordonnance de renvoi suite à un recours des mis en cause. Donc, dans le cas d'espèce, à la forme et au fond, ce recours n'a aucune chance de prospérer dans la présente procédure. Et par conséquent, cela ne peut avoir aucun impact sur le jugement en cours au niveau du tribunal. Et l'actualité, c'est aussi le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux qui annonce qu'il va donner 500 millions de francs guinéens à celui ou celle qui va aider à retrouver le colonel Jean-Claude Pivi en fuite depuis quelques jours. Cette annonce ne laisse pas indifférents les citoyens. Interrogés ce jeudi par notre rédaction, certains trouve salutaire cette initiative d'Alphonse Charwright. Il pense que le colonel Jean-Claude Pivi représente une menace pour la nation. Mawa et Vassila. Plusieurs jours après l'attaque de la maison centrale, le colonel Claude Pivi reste toujours introuvable. En plus des recherches qui continuent, la tête du fugitif a été mise à prix par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alphonse Charles White propose 500 millions de francs guinéens à toute personne qui va aider les autorités à arrêter Claude Pivi. Aliou Diallo salue cette initiative. Moi, je pense que pour le cas de 500 millions pour chaque personne qui retrouve Claude Pivi, c'est normal de proposer même de plus quand même. Mais il y a un problème dans ça. Parce que si on parle de chasse à l'homme, je ne pense pas si les citoyens lambda comme nous pouvons le faire. C'est un peu difficile de rentrer dans ça. Moïse Touré est conscient que le colonel Claude Pivi est une menace pour la population guinéenne. Il compte aider les autorités à retrouver le fugitif. Personnellement, je pourrais lui dénoncer, mais je vais garder l'anonymat pour éviter les problèmes. Il s'avère que c'est un homme très puissant et surtout très dangereux, très entraîné, avec des expériences de guerre. Donc il ne faudrait pas s'exposer à cause de l'argent. Moustapha Belleté est aussi prêt à dénoncer le colonel Jean-Claude Pivi même sans rançon. Je vais le faire même s'il n'y a pas de somme votée déjà parce que c'est que Claude Pivi c'est quelqu'un de dangereux déjà. C'est quelqu'un qui s'est évadé de la prison et ce n'est pas normal. La population est en danger, personne n'est en sécurité en ce moment. Le colonel Jean-Claude Pivi est accusé dans les événements du 28 septembre 2009. Avant son évasion, il avait passé plus d'1 an à la maison centrale. Et plusieurs journalistes viennent de bénéficier cet après-midi d'un don composé de vivres. C'est un geste de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Ce don vise à reconnaître les efforts des journalistes dans leur travail quotidien. Je vous propose d'écouter Lâche Mamadou Baldé. Il est le président de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée.
Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition d'offrir des denrées alimentaires à des différentes couches. Donc, la Chambre de commerce, par le biais de sa cellule, la Chambre de commerce de Matam, avec l'ensemble des opérateurs économiques des commerçants, lorsqu'il est question, cette fois-ci, de faire des dons de denrées alimentaires, ils se sont retrouvés, ils sont concertés, ils ont dit que pensons au métier des journalistes. Il faut reconnaître le métier des journalistes. Il faut que tout le monde sache que le journalisme aussi, c'est un métier noble parce qu'aujourd'hui, le monde se retrouve grâce au métier du journalisme. Aujourd'hui, toute personne sur la planète peut parler de ce qui se passe dans le monde. Toute personne peut dire qu'il est informé de ce qui se passe. Et c'est là, c'est grâce aux journalistes. Donc ce journalisme, c'est un métier noble et nous cherchons à immortaliser ce métier du journalisme. C'est ce qui fait, pour commencer à immortaliser le métier du journalisme, nous souhaitons commencer par les couches vulnérables de ce métier du journalisme. Et des journalistes partis à la retraite, ceux qui sont malades, les veuves de ceux qui sont décédés sont les premiers bénéficiaires de ce don. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée, a porté la voix des journalistes. Il apprécie le geste et invite les autres entités à aider au rayonnement de la presse. On l'écoute au micro d'Alkali Daoudadafé. Ce don représente beaucoup pour nous et il a un double sens. D'abord le sens de penser à reconnaître la valeur des journalistes, comme l'a dit Monsieur le Président à plusieurs reprises. Ça nous encourage, ça nous donne de l'espoir. L'espoir que nous n'avons pas que d'ennemis, mais nous avons aussi des amis. Nous avons aussi des gens qui se soucient de notre sort. Le deuxième sens, c'est le sens de pouvoir sauver l'honneur de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte que nous traversons dans les médias est très difficile. Quelqu'un qui pense à vous aider à nourrir votre famille, il vous aide à sauver votre honneur, à votre dignité. Une fois encore, ce geste est incitatif. C'est un bon exemple à suivre. Il faut aussi faire un geste à la presse. À défaut de faire un geste, mais il faut contribuer à protéger les journalistes. Il faut les considérer, il faut les respecter. Nous partons à présent dans la préfecture de Koya, précisément à Somaya, où les attaques à main armée deviennent de plus en plus récurrentes. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un citoyen en soit victime. Les habitants de cette localité éprouvés tirent la sonnette d'alarme. Reportage Mamoudou Diakité. Voilà main armée, braquage, attaque contre des conducteurs de taxi-moto et domiciles privés. Voilà les mots dont souffrent les citoyens du quartier Somaya. Joseph Alassane Bangoura a du mal à expliquer ce qui est à la base du phénomène d'insécurité qui bat son plein dans ce quartier. Il y a des attaques à main armée en pleine journée. Je me demande où ils peuvent se procurer des armes. Ils sont bien armés, ils ont des moyens efficaces. Ils viennent dans les pick-up. Ils font comment pour en avoir? Les opérations perpétrées à Somaya ces derniers temps ne laissent pas indifférent Suleiman Silla, président de la jeunesse de Somaya Centre. Il s'est dit inquiet. C'est les motards qui sont beaucoup plus victimes. Il y a des personnes qui ont un peu de moins ici, il y a les riches, c'est-à-dire certains qui ont une certaine position au niveau national, qui sont ici à Somaya. Le plus souvent, c'est les gens là qui sont ciblés. Pour endiguer le phénomène, Joseph Alassane et Ouriba préconisent la reprise immédiate des patrouilles nocturnes et une franche collaboration des citoyens avec les forces de sécurité. S'il y a une bonne collaboration de la population, les forces de défense et de sécurité, je pense bien qu'on ne peut pas totalement bannir le banditisme, mais on peut l'anéantir. Même s'il faut à partir de 22 heures commencer au moins leur patrouille habituelle, tout ce dont ils verront sans au moins une pièce d'identification. Mais cependant, la tâche s'avère ardue pour les uns et les autres. Et dans le même sillage en Zérékoré, la brigade anticriminalité vient de mettre le grappin sur une bande de présumés malfrats. Ces présumés bandits au nombre de 3 sont spécialisés dans le vol de motos et de matériel militaire, selon le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Zérékoré. Au cours de leur présentation à la presse locale, Dio Joseph Tingiani a expliqué dans quelles circonstances les présumés malfrats ont été interpellés. La brigade anticriminalité, depuis son lancement officiel à Zérékoré, a mené plusieurs opérations, parmi lesquelles hier à 4h du matin, elle a réussi à démanteler un réseau de malfaiteurs au nombre de 3. C'est suite à un vol de moto
qui s'est passé dans le quartier Bouma, qui les a été dénoncés. Ils ont pris les dispositions pour mener l'opération jusqu'à aller interpeller le receleur et les autres voleurs à l'endroit où ils ont l'habitude de déposer les effets volés, qu'il s'agit de Benoît Koivogi, de Dramou et de Moussa, surnommé Carbone 14, comme vous l'avez dit, était déjà dans les fichiers de la police. Il était recherché et heureusement, hier, au cours de cette interpellation, il fait partie de ceux qui ont été mis dans le grappin de la police. Le substitut du procureur près le TPI de Zérékoré précise que parmi la bande figure l'un des malfrats les plus redoutés de la région. Dio Joseph Tingani invite les citoyens à collaborer avec les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité dans la région de Zérékoré. 2 motos qui ont été retrouvées dans la chambre où ils ont été interpellés, d'un poignard qui n'est utilisé normalement que par les forces de défense et de sécurité, des gris-gris, des fétiches. Parce qu'il faut préciser que le nommé Carbone 14, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui utilise des fétiches, des gris-gris pour ses opérations. Ce qui fait qu'il est capable de disparaître à un moment donné. Donc il a fallu beaucoup de technicité de la part des agents de la brigade anticriminalité pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Il a même tenté de s'échapper là-bas, mais il a fallu pour eux de défaire les gris-gris qu'il avait en sa possession pour que tous ces pouvoirs mystiques-là disparaissent. Le message que nous avons en tant qu'autorité, c'est d'appeler les populations à collaborer avec nos services de sécurité et de défense, de dénoncer les délinquants. Ils sont dans les quartiers, ils vivent dans nos communautés, ils sont connus. Sport dans ce journal, les rumeurs selon lesquelles le championnat national de football Ligue 1 connaîtra un report sont finalement confirmées. Le président du comité exécutif provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Bandou Guilao, a invité de l'émission intégrale sport de ce jeudi, a confirmé que la date indiquée du 12 novembre sera intenable. Les problèmes de finances de l'instance avancée par plusieurs médias sont balayés d'un revers de main par le dirigeant. Les raisons du report sont ailleurs. On l'écoute. Les clubs ont posé une doléance qui est tout à fait normale. Les clubs ont souhaité que le championnat soit repoussé de 15 jours parce qu'ils n'étaient pas prêts techniquement, administrativement et financièrement. Donc, tout de notre côté, nous avons dit que nous allons évaluer leurs doléances et leur proposer une autre date. Ce qu'il faut savoir, la Ligue guinéenne de football professionnel et les clubs sont tous dans le même bateau. On ne peut pas évoluer d'un côté sans tenir compte des doléances réalistes et objectives des clubs. Et si on le faisait, c'était pour aller dans un duel et c'est notre souhait d'aller en confrontation avec les clubs pour lesquels nous travaillons. Le président a affirmé qu'au cours des discussions entre son instance et les clubs sur la question de report, il a été garanti que la question des subventions des clubs sera réglée bien avant la reprise du championnat, même si une date n'a pas été annoncée. Je vous propose d'écouter à nouveau Lucien Bandou Guilao. La subvention n'est pas là pour financer 100% du budget des clubs. Ça, c'est un. On est dans une ligue professionnelle, à l'intérieur de laquelle il y a des clubs professionnels qui sont inscrits. Et s'ils sont inscrits là, c'est parce qu'ils ont les moyens de gérer un club professionnel. Donc, il n'est écrit nulle part que le championnat ne doit commencer que lorsque les subventions sont payées. Dans aucun règlement, c'est écrit. Nous n'allons pas sur ce terrain avec les clubs. Nous avons accepté les doléances. Nous allons faire en sorte que, on leur a dit à la réunion, nous allons faire en sorte que le championnat soit reporté et nous ferons en sorte que les subventions soient payées. Et le reliquat de l'année dernière, qui est 20 millions par club, c'est la première tranche de cette saison. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariamba. Et c'est tout pour ces infos. Tout de suite, le Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. L'ONU est légèrement soulagée son personnel de la mission de maintien de la paix au Mali qui a quitté la base de Kidal il y a 9 jours et bien arrivé à Gao dans la nuit d'hier. Et ce, malgré toutes les embûches sur le chemin, les 37 casques bleus de la MINUSMA qui avaient été blessés par des engins explosifs improvisés sur le trajet sont tous stabilisés désormais. La 8e des 13 bases de la MINUSMA est donc bien formée et la 2e phase de retrait va débuter alors que la moitié du personnel de la mission
ayant déjà quitté le Mali. Cela fait près de 2 mois que la guerre a repris entre l'armée nationale soutenue par le groupe russe Wagner et le cadre stratégique permanent, aujourd'hui majoritairement constitué de groupes qui s'étaient soulevés en 2012 pour l'indépendance des régions du Nord. Mais cette reprise des combats au Mali n'a suscité absolument aucune réaction de la médiation internationale pour le suivi de l'accord de paix de 2015 dont le chef de file est l'Algérie. Aucune déclaration, aucun communiqué, en silence qui traduit à la fois une perte d'influence et une patience stratégique d'attente. La diplomatie russe a nié ce jeudi tout lien avec les mystérieux tags d'étoiles de David Bleu apparus en France, estimant que les soupçons visant Moscou relayés dans la presse française ces derniers jours étaient stupides, indignes. Le 31 octobre, une soixantaine d'étoiles bleues marquées au pochoir avaient été découvertes à Paris, en banlieue, créant une vive émotion et de nombreuses interrogations dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Tout de suite, le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Et le tronçon Kagbelen km 5 dans la commune urbaine de Dubreka est actuellement dans un piteux état. Certaines parties de cet axe situé sur la nationale numéro 3 sont fortement dégradées. Les usagers, notamment les chauffeurs de taxi et les conducteurs de taxi-moto qui le pratiquent, se tournent le pouce. Moussa Diawara y a fait un tour. Suivez ce reportage. Au carrefour kilomètre 5, les automobilistes sont obligés de ralentir à cause de la dégradation de la chaussée. Saint-Michel Torneau dresse un constat amer. C'est une route qui est complètement dégradée. C'est une route qu'ils ont toujours cherché à arranger, mais néant. Avec la pluie, tout est dégradé. Donc aujourd'hui, sincèrement, les véhicules même ont des sérieux problèmes. Amidoussi enregistre au quotidien des dommages sur son véhicule. Sa vie de chauffeur de taxi sur ce tronçon est devenue presque un enfer selon lui. Les conséquences, c'est notre suspension qui ne sont pas maintenant garanties parce que avec les trous là, tu vas gâter tous tes pneus et ton suspension ne va pas durer. Même cri de détresse chez Sayon Kourouma, conducteur de moto-taxi. La route est un peu dégradée, quand ça pleut, ça nous fatigue beaucoup. Vouloir dévier chaque fois les trous là, nous tombons souvent et souvent on peut ici faire des collisions avec certains camarades. Donc, en tout cas, on rencontre beaucoup de problèmes sur la route. Pourtant, des travaux de réparation incluant cette partie avaient été entrepris sur l'axe Kagbelen km 5. Mfansou Dansoko accuse l'entreprise qui a exécuté ces travaux de réfection et le gouvernement. Moi-même, je me pose la question, est-ce que Guico Presse vraiment fait du sérieux dans les travaux? Et au sein du gouvernement, je constate qu'il n'y a aucun suivi. Sinon, ça, c'est un gros financement et ça, c'est une perte énorme pour l'État. Mohamed Silla appelle à la reprise des travaux. Il demande plus de fermeté de la part de l'État. Ou c'est pas bien fait, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas. S'il y a eu un suivi, et non qu'à demander à la société qui a travaillé de refaire, il faut qu'il y ait contrôle. À la gare routière, nous rencontrons Ibrahima Souri Kamara, syndicaliste et chef de ligne. Les chauffeurs souffrent beaucoup. On ne peut rien, seulement nous demandons à l'autorité de venir à notre aide pour que vraiment ça soit réhabilité normalement. Comme lui, des usagers de ce taxe sollicitent l'aide des autorités. Et du grand format, nous poursuivons avec l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Et dans la rubrique invité, nous recevons ce jeudi le secrétaire général du syndicat des transports et mécanique générale de la BCNTG, également membre de la Fédération nationale, Tanou Nadel Diallo, se plaint des attaques à main armée que subissent les chauffeurs le long des routes. Il appelle les autorités à s'impliquer pour lutter contre ce fléau qui affecte les usagers de la route. Il est interrogé par Amadou Ritouré. Monsieur Tanou Nadel Diallo, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien. Vous vous plaignez des heures de route qui sèment la terreur, empêchant les conducteurs d'engins roulants de circuler normalement. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on a un cas qui est récent. Hier, nous avons un chauffeur qui a quitté Zérekouré en destination de Labé. Aux environs de Mamou, il a été braqué par des malfrats avec des motos. On les a dépouillés de tous leurs biens. Donc, ils sont arrivés à Labé. On les a reçus au niveau du bureau syndical de transport, mécanique générale. Les médias ont été alertés. Ils sont venus. On a fait le constat. Effectivement, c'était ça. On les a dépouillés de tous leurs biens. Heureusement
qu'on ne les a pas assommés. Donc, nous avons fait le constat qui est très amer, qui est très regrettable parce que le chauffeur là, il avait fait un mois attendre le tour à Zérekouré. Il est dépourvu de tous ses biens. Tous les passagers et leurs téléphones et leurs biens, on les a tous dépouillés. Donc, c'était vraiment regrettable, mais qu'est-ce qu'on peut? Est-ce que vous déplorez des cas de blessés au cours de ces attaques? Non, au cours de cette attaque, il n'y avait pas de blessés. Mais en principe, beaucoup d'attaques sont suivies soit de blessures ou bien de fractures ou même de perte de vie humaine. Parce que dès que tu commences à résister, ils vont soit te tirer, soit te fracturer. En tout cas, ils vont te blesser. Heureusement que les gens là n'ont pas résisté. Donc, on ne les a pas blessés, mais on les a dépourvus de tous leurs biens. Est-ce qu'on a décrit ces assaillants-là? Les assaillants-là, il paraît qu'ils sont venus en moto, deux motos, avec un surcharge de 3 personnes par moto. Bon, armés d'armes de guerre des PMAK. Donc, ils les ont suivis, ils les ont arraisonnés et les ont mis hors de la route et les dépouillés. Comment ces gens-là s'habillaient, selon ces chauffeurs? Bon, ils sont tous cagoulés. Il y a d'autres qui ont soit des pantalons, soit de tenue militaire, mais ils sont tous cagoulés. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu par le syndicat des transporteurs pour limiter ces attaques à main armée le long des routes? Vraiment, nous sollicitons, si vraiment on peut être suivi par le gouvernement, demander à monsieur le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité d'organiser la circulation nocturne au niveau des transports en commun au niveau de ce pays-là. Parce que l'autre fois, il y avait des brigades mixtes, gendarmerie, police et militaire aux abords de Mamou. Parce que toute la tracasserie là se fait de Mamou à Farana, de Mamou à Dabola, de Mamou à Labé et de Mamou à Kindia. Toutes les tracasseries se font là-bas. En ce moment, ils faisaient des patrouilles nocturnes. Vraiment, ça avait beaucoup cessé. Mais ça a repris. Donc, s'ils peuvent interdire les transports en commun de rouler à des heures tardives, vraiment, je crois que ça pourrait soulager les gens, éviter les tracasseries là. Parce que, écoutez, même un chauffeur, quand vous entendez qu'il y a un accident de circulation en pleine nuit, imaginez-vous peut-être que le chauffeur là, il dort. Mais dès qu'ils ont interdit la circulation au niveau des heures nocturnes, vraiment, ça peut diminuer les accidents. Si vous avez vu un exemple de transporteur là, à Limoyal, avant tous les véhicules là, à tout moment, il y avait des véhicules qui étaient accidentés, et ça versait du pétrole, du carburant, n'importe comment, ça occasionnait des incendies, n'importe comment. Mais depuis qu'il a interdit à partir de 18 heures de rouler, je crois que cela a cessé. Un exemple, au Sénégal ici, ils ont interdit complètement la circulation routière au niveau des transports, à partir du gros bus jusqu'à la petite voiture. Donc, seules les voitures personnelles et les camions qui roulent en pleine nuit. Donc, c'est un acte que l'autorité peut prendre pour éviter les accidents là et éviter les braquages avec les bandits là. Mais vous, au niveau syndical, quelles sont les dispositions prises? Les dispositions qu'on a prises ici, c'est de sensibiliser les gens pour éviter de rouler à des heures tardives, parce que c'est qu'on peut pour le moment. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des chauffeurs et des autorités qui vous écoutent à travers notre antenne? Très bien. Prierai à tous les chauffeurs et transporteurs vraiment d'être très sereins et d'avoir le courage de garer à une heure qui n'est pas assez tardive, de passer la nuit et le matin de reprendre la route. Parce que le plus souvent, c'est les passagers qui obligent le chauffeur à rouler. Ils disent qu'ils sont pressés. Mais dès qu'il y a attaque, ils vont dire encore c'est le chauffeur là-même qui nous a mis dans des pétrins parce qu'on pouvait passer la nuit. Donc, ils connaissent tous les passagers. Donc, je conseille à tout un chacun vraiment d'accepter d'avoir d'abord l'esprit de se sauver et de sauver son prochain. C'est-à-dire garer à partir de 22h, passer la nuit, le matin reprendre le chemin. Ça, c'est pour éviter d'être abattu par une balle, d'être vraiment dépouillé et de dépouiller les passagers qui la possèdent. Monsieur Talou Nader Diallo, merci pour votre disponibilité. Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, cette rubrique met fin à ce film soir. Merci à l'ensemble de la rédaction politique et à la technique. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Film FM